Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est lundi, alors bon lundi à vous et à votre famille. Ce n'est pas un lundi très joyeux. 3 hélicoptères russes et une position de défense CDS, le système de défense aérienne en Crimée, ces systèmes ont été détruits. Je suis ravi de vous annoncer que c'est effectivement arrivé. Il y a 2 jours, l'Ukraine et le service de sécurité d'Ukraine ont envoyé une attaque de drones à longue portée à voilure fixe sur la base aérienne de Kirovsky en Crimée. Et vous pouvez voir à l'écran où elle se trouve exactement cette base aérienne. Il y a eu beaucoup de flammes à l'intérieur. Je veux dire, ils utilisent généralement la carte de cette société de la National Aeronautics and Space Administration qui localise tout type d'incendie se produisant n'importe où dans le monde, et elle a localisé cet incendie juste ici. Les Russes ne peuvent donc vraiment pas le nier. Le service de sécurité d'Ukraine ukrainien a mené une autre opération réussie contre l'aérodrome russe, cette fois-ci sur le sol ukrainien. La base aérienne de Kirovsky, en Crimée occupée par la Russie, a été frappée, entraînant la destruction d'un système de défense aérienne Pantsir et de 3 hélicoptères, Mi-8, Mi-26 et Mi-28. Il est étrange que ce système de défense aérienne Pantsir-S soit justement conçu pour détruire ces drones à voilure fixe, volant bas, lents et bruyants. Mais il ne peut rien faire, il y est aveugle, alors les drones le détruisent. C'est très bien. Vraiment très bien. Maintenant, c'est un coup assez coûteux. Ces hélicoptères, je veux vous donner une estimation du prix. C'est assez stupide de mettre un prix sur ces hélicoptères et ces points. C'est parce que dans un pays comme la Russie, quand ils ne comptent pas l'argent et qu'ils le gaspillent simplement dans cette guerre, ça ne leur fait rien. Mais le Mi-8 coûte 15 millions, le Mi-26, 26 millions. Ça correspond au nom. Et le Mi-28 coûte 25 millions de dollars. C'est une destruction assez coûteuse en fait, et ce n'est pas la seule, on en verra une autre, mais ce sera plus tard dans la vidéo. Aussi, je veux juste vous montrer un petit feu d'artifice ici. Les gars, je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Vous allez? Faites-moi confiance. Regardons une vidéo de l'aérodrome de Kirovsky en Crimée. Vous pouvez voir l'ombre de l'hélicoptère ici et tout brûle en arrière-plan. Un soldat russe filme tristement la scène en disant « Oh, ça brûle ». Un petit barbecue d'hélicoptère ici, je prends ma viande et la grille pour vous. C'est une façon sympa de commencer la semaine pour nous deux. On dirait un hélicoptère en feu. Et vous pouvez voir les explosions secondaires, je ne sais pas vraiment d'où, de l'hélicoptère, du point CD. Peut-être qu'ils ont touché un dépôt de munitions. Un stock de munitions quelque part, parce que ce sont des explosions secondaires de munitions juste ici. Ouais, mais j'aimerais toujours pouvoir traduire la langue qu'ils utilisent bout pour toi, c'est toujours extrêmement croustillant et sympa. Mais je ne peux pas parce que vous, les maîtres de YouTube, ne voulez peut-être pas entendre ces mots. Mais ce n'était pas le seul aérodrome sur lequel on s'est concentré ces 3 derniers jours. Nous avons les aérodromes de Marinovka dans la région de Volgograd, en Russie. Regardez la carte, c'est là que ça se trouve. Voici à quoi ressemble l'image satellite de l'aérodrome avant l'attaque, et nous avons aussi l'image satellite après l'attaque, donc tout est enregistré, ce qui a été détruit et à quoi cela ressemble depuis l'espace, ainsi que ce que cette attaque spécifique a provoqué. Et le 27 juin, donc un jour avant l'aérodrome de Marinovka. Nous avons aussi la chaîne Telegram Russian Fighter Bomber, qui est l'un des plus grands blogueurs militaires russes commentant cela. Et je veux vous le lire parce que c'est encore une fois très sympa et piquant. J'apprécie vraiment le sel qui en ressort. Les blogueurs militaires russes regardent leur propre matériel brûler dans cet aérodrome de Marinovka. Ils ont abattu 4 Su-34, et bien plus précisément, 2 d'entre eux ont été détruits, 2 ont été endommagés. Mais je veux dire, une cellule militaire. Si vous l'endommagez, c'est quasiment détruit. C'est vraiment dangereux de les réparer parce qu'ils vont tomber du ciel. Comme avec une voiture, vous pouvez la réparer avec une structure d'avion. Très difficile. Pourquoi le service de sécurité d'Ukraine ukrainien traque-t-il ces appareils aériens russes? Eh bien, les hélicoptères sont des hélicoptères, mais les chasseurs bombardiers Su-34, comme le rapporte le canal Telegram russe Fighter Bomber, ce sont eux qui transportent les bombes planantes vers les lignes de front. Et malheureusement, ces bombes planantes russes causent beaucoup de dégâts, parce qu'ils sont très très difficiles à abattre, voire impossibles. Ce sont des bombes planantes, on ne les abat pas, il faut s'en cacher.
Et elles sont précises. Il est aussi très très difficile de brouiller leur système de guidage global, positioning system. En plus, elles causent beaucoup de dégâts. Donc on n'abat pas la flèche, on abat l'archer. C'est pourquoi le service de sécurité d'Ukraine se concentre sur les Su-34, et c'est ce qu'ils ont fait sur cet aérodrome en particulier. Regardez, voici le 25 juin, l'image satellite, et voici le 29 juin. Et les Russes ont dit qu'il n'y a aucune autre preuve que des Sukhoi 34 aient été touchés. Je ne sais pas si cela constitue une preuve suffisante pour vous, mais cette moitié, un tiers de toute cette piste est brûlée jusqu'à être réduit en cendres. Regardez ça, je n'ai pas besoin de plus de preuves. Mon gars, c'est plus sombre que mon âme, et maintenant, c'est avec une grande fierté que je vous présente la chaîne Telegram du bombardier de chasse russe, parce qu'il nous donne toujours ses opinions honnêtes sur la destruction du matériel russe. Il n'y a aucun intérêt à commenter quoi que ce soit concernant Marinovka. Une autre perte de plusieurs milliards de dollars qui aurait pu et dû être évitée. Encore une fois, ce ne sera pas une perte de plusieurs milliards de dollars, même pas proche d'1 milliard, mais cela reste tout de même des centaines de millions. Mais encore une fois, ça n'a jamais d'importance. Ça ne sert à rien de mettre un prix là-dessus, parce que Poutine ne se soucie vraiment pas du prix. Ce qui compte, c'est qu'ils ne peuvent pas les produire assez rapidement. L'Ukraine les détruit plus vite qu'ils ne peuvent les produire. Et ce serait bien si seuls les crêtes répondaient. C'est toujours étrange de voir pourquoi les Russes appellent les Ukrainiens les crêtes. Sinon ça va perdurer. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Je suis sûr que nous allons répondre à cela par une rafale de télégrammes furieux et décisifs. Voilà, le lanceur de cocktail Molotov poste ça et c'est tout. Rien ne changera. Les Russes continueront d'amener des hélicoptères et des avions à portée de frappe des drones ukrainiens à longue portée. Nous n'en avons pas fini avec les frappes qui se produisent ce week-end. Maintenant, nous passons au train. Les Russes ont construit une toute nouvelle ligne de chemin de fer entre Tokmak et Mariupol, dans le sud de l'Ukraine occupée, et cette ligne est entièrement à des fins militaires. Les trains font des allers-retours avec des munitions, des troupes, avec tout, même de la nourriture et de l'eau. Des dizaines, voire des centaines de tonnes d'eau sont nécessaires sur les fronts pour combattre les incendies. Ils en manquent, donc il faut des trains pour transporter ces munitions très lourdes, l'eau et la logistique, tout cela. Donc l'Ukraine a enfin commencé à les traquer. Et au cours des 2 dernières semaines, je pense qu'on a reçu 5 ou 6 vidéos différentes de drones ukrainiens longue portée, des drones à voilure fixe et des vues à la première personne qui traque ces trains. Regardons les images, mes amis, parce que ça, j'attends ça depuis 3 ans. Pendant 3 ans, ces trains circulaient, peut-être un peu plus de 2 ans, et on n'avait vu aucune vidéo des Ukrainiens les traquant. Eh bien maintenant, c'est parti. Le FBV ukrainien vole près du quai, marque occupée, droit marqué en haut, en se concentrant sur la zone. Je vois le train. Tu ne peux pas vraiment voir, parce que les trains sont remplis de brouilleurs. Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire voler de la fibre optique là-bas. C'est trop loin, mais tu peux voir, malgré l'écran flou, que le pilote de drone est vraiment doué. En se concentrant sur ce train, cette ligne ici... Désolé, je ne peux pas diffuser cette musique car elle est protégée par des droits d'auteur. C'est vraiment difficile de toucher ces trains parce qu'ils sont remplis de brouilleurs et tout, mais ce gestionnaire de pilote devrait faire l'affaire. Et pas seulement le train, mais aussi la locomotive à l'avant. Regarde, il la repère à l'avant du train, il va sur le côté, du côté gauche, puis il s'accroche à la locomotive. Il l'embrasse, boum. Un drone vu à la première personne a été aperçu, et ils ont aussi attaqué simultanément après la neutralisation de la locomotive. Tu sais, non seulement les trains sont immobilisés quand ils sont à l'arrêt. Alors les Ukrainiens ont envoyé des drones kamikazes à voilure fixe. Mais dans ce cas précis, les Russes qui étaient censés défendre le train ont en fait réussi à l'abattre, ce qui est très rare. Mais je veux dire, ces drones à voilure fixe volent bas et lentement, un peu comme les Shahed. Ils tirent avec des armes légères comme des kalachnikovs. Ils ont réussi à le faire exploser. C'est une vidéo rare et impressionnante à voir. Regardez ça. Juste avant qu'il ne lance l'attaque, boum, il a été détruit. Donc dans ce cas, quand le drone est assez gros, assez lent, assez bruyant, vous pouvez en fait l'abattre avec des kalachnikovs avec vos potes.
Ça veut dire que le salon avance. Mais je suis content que les Ukrainiens attaquent la logistique russe, parce que c'est le moyen le plus rapide de les empêcher d'avancer sur le front, car ils n'ont tout simplement pas d'eau, pas de nourriture, pas de munitions. Tout dans l'armée russe fonctionne grâce aux trains. Si tu attaques les trains, tu arrêtes les mouvements sur la ligne de front. Maintenant, un autre cas intéressant ici. Ce que je n'ai pas encore vu, mais que j'attendais, comme les attaques contre les trains. Est-ce que les Ukrainiens utilisent donc des prisonniers de guerre russes pour réparer les dégâts de guerre causés par les drones russes? Pour construire les maisons, encore une fois, pour, vous savez, repeindre la clôture, peu importe ce qu'ils font pour réparer les dégâts que les Russes causent aux maisons ukrainiennes, et dans ce cas, nous le voyons en Israël. Encore une fois, je suis désolé, je ne sais pas si cela est autorisé ou non par la Convention de Genève. Mais pour moi, personnellement, je dirais, faites travailler tous les prisonniers de guerre russes. Pas comme des esclaves. Nourrissez-les 3 fois par jour, laissez-les appeler chez eux. Assurez-vous qu'ils dorment 8 heures chaque nuit. Mais pendant la journée, quand ils ont le temps, ils doivent réparer le désordre que Poutine crée. Ils en sont responsables, donc je suis tout à fait pour qu'ils travaillent, qu'ils deviennent meilleurs grâce à ça. C'est aussi une façon pour eux, vous savez, de rendre quelque chose, honnêtement, parce qu'ils le devraient. Maintenant, mes amis vont voyager dans le sud de l'Ukraine, où la majorité de la région, n'importe quelle région, est un champ. Parce que l'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de blé et d'autres céréales au monde. Pour ces agriculteurs, c'est leur gagne-pain et leur subsistance. Ils ont acheté l'équipement et les véhicules nécessaires pour poursuivre leur travail, malgré la proximité du front. Au moindre tir ou à la moindre chute de drone, un immense incendie de culture peut se déclencher. Et ils veulent empêcher ça, n'est-ce pas? Donc ce qu'ils font, je ne sais pas, pour arrêter un incendie de culture, c'est qu'ils coupent une ligne dans les cultures pour que le feu ne puisse pas se propager. C'est ce qu'ils font ici, juste pour illustrer à quel point ils doivent travailler dur. C'est la guerre, c'est dangereux, mais il faut quand même gagner sa vie. Il faut quand même s'occuper de ces cultures, et vous voyez, ils ont perdu un camion à cause de l'incendie. Vous voyez, vous voulez protéger les cultures parce que vous pourriez les vendre, vous devez gagner de l'argent pour votre famille. Vous savez que vos enfants vont à l'école en ville, il faut payer pour ça, et vous avez quand même perdu un camion. Pour cette seule famille, c'est un gros coup dur, vraiment. Je veux continuer à vous apporter ces petites histoires, ces histoires personnelles, parce qu'elles rendent la souffrance plus humaine et plus compréhensible pour nous. Ici, en Estonie, nous avons beaucoup de produits à base de blé ukrainien, de produits céréaliers ukrainiens. Donc c'est de là que ça vient, pour nous. Aussi, j'aime voir ça à l'écran. Ces derniers mois, les attaques de drones russes contre les villes ukrainiennes sont devenues vraiment graves. Je veux dire, ils ont commencé à en utiliser un nombre massif, plus de 400 drones par nuit, et ce ne sont pas tous des drones kamikazes. Ils se ressemblent, mais certains sont vides à l'intérieur. Ce sont comme des drones leurres qu'il faut quand même abattre. Car on ne peut pas les distinguer, et pendant qu'on se concentre sur l'un, l'autre attaque. Alors les Ukrainiens ont commencé à dormir avec des sifflets autour du cou. Dans ce cas, si jamais ils se retrouvent sous les décombres, ils peuvent utiliser le sifflet pour être secourus le plus rapidement possible. Et c'est encore ce petit détail pour te donner une idée plus concrète de ce que c'est que de vivre comme ça. Tu dois dormir chaque nuit avec la peur et tu dois aller travailler le lendemain matin. Toi et moi, on se réveille parfois mal en point. C'est pas mon jour. Oh, j'ai une mauvaise journée, je ne me sens pas très bien. Ajoute des attaques massives de drones à cette équation. Mais également le sifflet autour de ton cou ou installe l'application Alerte aérienne ukrainienne disponible partout en Occident. Mets l'emplacement Ukraine et ça te réveillera plusieurs fois par nuit. Comme si tu étais en Ukraine. Cela te donnera un aperçu de ce mode de vie. C'est pourquoi je vais continuer à vous apporter ces histoires, mes amis. Une histoire que vous ne croirez peut-être pas, mais qui est pourtant vraie. Les Russes ont revitalisé les trains blindés ressuscités. Effectivement, la dernière utilisation de ces armes remonte aux années 1920 000, 930, voire un peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était en temps de guerre. Mais surtout, ils étaient déjà obsolètes à cette époque, grâce à l'armée de l'air qui les bombardait. Eh bien, maintenant les Russes les ont ramenés. Et ne vous fiez pas seulement à ma parole, regardons simplement les photos. Aussi, ceci est un train blindé russe classique. Pourquoi sont-ils fabriqués ? Ils ne sont pas conçus pour les activités de première ligne, ils sont faits pour protéger les trains logistiques.
Les trains logistiques militaires, ils avancent devant des ventes de vente et derrière eux, essayant d'abattre les drones, d'interférer avec les drones, d'encaisser les coûteuses des drones. Ainsi, la logistique continue d'avancer. Voici un véhicule blindé. De quel type s'agit-il? Le BMP, corrigez-moi si je me trompe, le BMP sur le train. Et ils ont le ZIL, mitrailleuse anti-aérienne double ici, mitrailleuse lourde au-dessus. Je veux dire, avec ça, tu vas peut-être abattre un drone kamikaze à voilure fixe lent, mais rien contre un vu à la première personne contre un vu à la première personne. Tu ne peux utiliser qu'un brouilleur, non? Regarde ça, c'est une idée qui a 100 voire 150 ans, et ils les ont ressuscités, et regarde, tu ne te trompes pas. C'est un drapeau de Jésus. C'est un train blindé russe avec le drapeau de Jésus, Jésus-Christ. Mince, et tu peux aussi voir une vidéo de ce train avançant très lentement. Voilà à quoi il ressemble, avec de grandes lettres Z partout. Dans l'ensemble, la principale capacité à l'intérieur de ces trains, ce sont les brouilleurs. Ils sont censés brouiller les drones vus à la première personne. Ils ne sont pas censés être utilisés en première ligne parce qu'ils seraient détruits immédiatement. Mais c'est tellement étrange de voir ce genre d'idée utilisée par une superpuissance nucléaire. Je pense qu'aucune autre superpuissance nucléaire au monde n'a de train blindé en ce moment. Aucune autre nation non plus. Peut-être la Corée du Nord, peut-être qu'ils sont les seuls. Mes amis, je suis sûr que vous avez entendu parler du conflit en Russie. Entre les Tchétchènes, les Kadyrovtsi, l'unité Rosgvard, les Kadyrovtsi, et les unités russes, la police russe, par exemple la police intérieure, la police militaire ou l'armée russe. Ils ne s'aiment pas parce que les Kadyrovtsi et les Tchétchènes ont un statut spécial en Russie. Ils sont en quelque sorte intouchables parce que Poutine leur a donné ce statut en l'accordant à Kadyrov. Et ils se comportent comme tels. Cela s'est produit il y a 2 jours. La police russe à Belgorod, simplement une police ordinaire qui patrouille les rues, surveille les routes, mesure la vitesse des voitures qui passent, a arrêté des unités tchétchènes. Je vais regarder une vidéo, il y a toute une vidéo prise depuis la caméra frontale de l'agent de police russe. Et il a osé faire cela pour arrêter les Tchétchènes. Et il demande le permis de conduire, donnez-moi le permis de conduire et la carte grise. Est-ce qu'il a un permis de conduire? Je ne sais pas, il ne m'a rien montré, comment ça? Il n'a rien montré? On voit leur appareil de rassemblement. Ce sont clairement des Tchétchènes reconnaissables à leur tenue. Un chapeau spécifique porté par les Tchétchènes ainsi que par les Daguestanais et d'autres peuples, mais particulièrement par les Tchétchènes. Et ils ont ce genre de barbe avec la moustache rasée au-dessus de la lèvre, parce que dans la tradition musulmane, on ne porte pas de moustache au-dessus des lèvres. D'habitude, c'est un style très tchétchène, tu comprends, et ils ont aussi un accent très prononcé. Et ils agissent comme si les lois ne s'appliquaient pas à eux, ce qui est vrai parce que même la police a peur d'eux. Tu peux comprendre pourquoi ça se déroule ainsi en regardant cette vidéo. Un gars les arrête, ils se disputent un peu, puis soudainement un véhicule utilitaire sport noir arrive. Ça arrive à chaque fois, quelques militaires sortent, et un type comme ça, tout en noir, ils sont tous costauds. Ils prennent souvent beaucoup de stéroïdes. Et ils viennent te provoquer. Je ne peux pas te montrer la suite, je vais accélérer. Mais ils commencent non juste à l'attaquer et à frapper le gars, à frapper le policier comme ça, pendant 1 minute entière. Ils font ça et tu peux voir qu'il saigne à la fin parce que sa main est ensanglantée. En fait, il travaillait en Russie, surveillant les autoroutes de Belgorod et mesurant la vitesse des véhicules. Et il a juste arrêté le mauvais groupe. Il a arrêté les Tchétchènes et cette vidéo a été rendue publique. Beaucoup de Russes, des officiers et du personnel militaire ont fait exploser l'affaire. Ils étaient très en colère et l'ont dénoncé. Abdi Alaoudinov, qui est le chef des Kadyrovites dans, vous savez, la zone de l'opération militaire spéciale, comme ils l'appellent, en Russie. Il est censé être responsable de cela. Et Alaoudinov, bien sûr, a dit « Ah, ce n'est pas mon problème, il a sorti cette vidéo. Ce n'est pas mon problème parce que ce n'était pas mon gars, il venait d'une autre unité. » Mais ce n'est pas l'essentiel, ce qui importe réellement. Ce que vous pouvez voir dans sa vidéo d'explication, c'est « Attendez, un instant. » Bam, il lève le bras et on peut te voir la montre un instant. Maintenant.
C'est ce qu'on appellerait dans une armée régulière simplement un général ou un chef d'état-major. D'une certaine manière, un chef d'une force militaire, dans ce cas la force militaire privée de Kadyrov. Regardez cette montre. Les gens ont immédiatement découvert de quel type de montre il s'agissait. Veuillez m'excuser pour ma traduction approximative. Badelet Observator 1872 d'une valeur de 270 000 €. Donc être commandant d'Ahmad rapporte certainement. C'est le genre de montre que le gars porte dans une zone de guerre, juste pour vous montrer à quel point ces types sont riches. Je veux dire, tout cet argent vient du Kremlin. Le Kremlin paye Kadyrov pour continuer à diriger la Tchétchénie. Parce que s'il n'y a pas Kadyrov, pas de leader fort et autoritaire là-bas. Il y aura des tensions ethniques partout en Russie, il y aura des attaques folles à Moscou. Les métros, dans différentes villes, les métros. C'était dans les années 90, tout le monde avait peur des Tchétchènes. Maintenant, ils sont payés des sommes énormes. Ils peuvent se permettre des montres comme ça parce que Poutine veut la stabilité dans cette région. Pour illustrer ce point encore plus, nous avons Adam Kadyrov, le fils de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie. Actuellement, la santé de Ramzan est extrêmement mauvaise. On parle d'une espérance de vie d'1 à 2 ans seulement. Il souffre d'une insuffisance rénale, il va vraiment mal. Donc Adam s'est marié il y a quelques jours, très précipitamment. Ce que cela nous indique, c'est que Adam va devenir le prochain dirigeant de la Tchétchénie, parce qu'en Tchétchénie, on ne peut pas diriger cette région. Sans être marié, il n'a que 17 ans. L'âge légal pour se marier en Russie est de 18 ans, et l'âge légal pour conduire en Russie est aussi de 18 ans. Mais cela n'a pas empêché Adam Kadura d'être marié en ce moment. Conduisant illégalement son G-Wagon vert et tirant avec, peu importe le type de pistolet, en l'air, comme ils le font dans le Caucase. Et en faisant tout ça, en portant cette montre, encore une fois, qu'on nomme, pour revenir à Kadyrova, ce sont les Tchétchènes avec les montres. Cette montre ne coûte pas 270 000. C'est une montre Ashoka à 27,7 millions de dollars. Et ce gosse a maintenant 17 ans. C'est 27 millions en Tchétchénie. La Tchétchénie est une région très pauvre parce que tout l'argent est pris par la famille Kadyrov. Cette montre, à elle seule, pourrait construire quoi ? 15 écoles et jardins d'enfants rien qu'avec cette montre. Et tout le monde porte des montres comme ça au sommet de la direction, dans le cercle rapproché de Kadyrov. C'est pourquoi les Russes n'aiment pas les Tchétchènes, et les tensions ethniques sont en train de bouillonner de façon folle sous la surface. Dès la mort ou un incident concernant Kadyrov, une lutte de pouvoir et des conflits éclateront, quoi qu'il arrive. En Russie, maintenant, ça vient souvent de Tchétchénie. On dirait qu'il y a toute une histoire derrière ça. Tu ne vois pas ça dans les médias traditionnels, mais la Tchétchénie est une bombe à retardement en Russie, le Daghestan aussi, mais un peu moins. Les Tchétchènes sont ceux qui se sentent au-dessus des lois, et les Russes de souche n'aiment pas ça. Le personnel de l'armée russe non plus, et ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se produise, c'est inévitable. Très bien, mes amis. Jetons maintenant un coup d'œil à la carte militaire car je veux vous tenir informés. Avec l'offensive d'été de la Russie, l'offensive d'été 2025, pour laquelle ils ont rassemblé 50 000 soldats, ils ont commencé il y a environ 1 mois à Soumy, dans le nord de l'Ukraine, au centre-nord de l'Ukraine. Oui, regardez toutes ces unités. Je veux vous montrer quel type d'unités les Russes utilisent dans cette offensive. 56 assauts aériens, 137e régiment de la garde aéroportée, 51e régiment de la garde aéroportée, 83e brigade séparée de la garde d'assaut aérien. C'est important. 170e régiment séparé de Marines contre des forces semi-spéciales. Brigade d'infanterie navale, supposée être d'élite. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des fantassins du 104e régiment d'assaut aéroporté. Donc tous ces régiments, brigades, ce sont des troupes aéroportées ou de l'infanterie navale, ce qui signifie que c'est la meilleure infanterie que la Russie puisse offrir. Ils sont censés être des forces semi-élites, mais maintenant ils sont tous utilisés de la même manière, comme de la chair à canon. Comme force d'assaut au sol, le problème c'est que l'air... Les forces d'assaut de tout le front ont été amenées dans l'oblast de Sumo pour participer à cette offensive d'été russe de 2025 qui a été stoppée par les Ukrainiens et maintenant, très lentement, les Ukrainiens repoussent. Je veux avancer au 21 juin, allons-y. Comme vous pouvez le voir, les Ukrainiens ont libéré Andrivka et maintenant nous avons des cas, pas encore sur cette carte, où les Ukrainiens ont déjà pris position.
Depuis le sud d'Aleksivka, juste ici, ils avancent vers Aleksivka. Puis après, c'est Nova, Mikhailivka et Volodomirivka. Ces noms de villages, c'est difficile à prononcer. Mais les Ukrainiens les repoussent progressivement maintenant lors de l'offensive d'été russe. Voici la zone que nous avons. Ils ont les meilleurs Power Force, le meilleur équipement, les meilleurs drones, le meilleur de tout. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est prendre environ 50 km² de terres ukrainiennes, peut-être 100 km². Les Ukrainiens repoussent progressivement les forces adverses. L'initiative est maintenant du côté des Ukrainiens, les Russes réagissent donc désormais. Cette offensive a échoué et c'est terminé. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Ukrainiens ne les repoussent. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce important? Si nous prenons du recul sur l'ensemble de la zone de guerre, vous ne pouvez même pas voir à quel point la zone est petite. Les Russes ont réussi à prendre avec cette offensive d'été. Et qui senti, ce qui vous donne une perspective selon laquelle les Russes sont en train de gagner, c'est une affirmation complètement fausse, ils ne gagnent absolument pas. Les lignes de front se sont arrêtées, elles stagnent très lentement. Dans certaines zones, les Ukrainiens progressent lentement, dans d'autres, ce sont les Russes. Mais si vous regardez les pourcentages, alors les Russes occupent des terres ukrainiennes. Les pourcentages sont restés quasiment inchangés, avec seulement 1 à 2% de variation au cours des 2 dernières années. C'est tellement minime qu'ils ne peuvent même pas parler de mouvement sur les lignes de front. Il est important de connaître la situation réelle de la guerre actuellement pour avoir une perspective juste. C'est cette toute petite zone. Parce que ce sera ma dernière mise à jour sur l'Ukraine pendant 1 mois, je vais prendre 1 mois de repos en juillet pour profiter de l'été en Estonie. Je serai de retour pour vous avec les mises à jour sur l'Ukraine le 1er août. Souvenez-vous-en et notez-le dans votre calendrier parce que ce sera mon retour le 1er août. Mais vous recevrez quand même les SS vidéo si vous êtes membre de la chaîne en juillet et je serai aussi de retour demain. S'il vous plaît, Slava Ukraine et au revoir.